Ils ont 20%, ils comprennent pas pourquoi, parce qu'ils ont des bons objets, mais en fait, c'est qu'ils ont les mauvaises personnes dans leur mailing list. Ils ont fait un lead magnet peut-être un peu trop généraliste et se sont retrouvés avec plein d'entrepreneurs, alors qu'eux, par exemple, ils ciblent que les CM, donc ça va pas. Mm. Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout est possible. Mais c'est seulement si tu te mets en action, et justement, c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'accueille Alexandrina De Souza sur Vision pour parler stratégie emailing. Mais avant d'aller plus loin et de démarrer notre échange, je te laisse la place de nous dire qui tu es et ce que tu fais pour tes clients. Alors, du coup, moi, j'ai une agence d'emailing, The Wonder Success, et nous, notre mission, c'est d'accompagner les indépendants et les entreprises à automatiser et à augmenter leurs ventes avec soit de la prestation, soit on vend aussi des petits produits digitaux comme des templates. Ok, super. Merci Alexandrina. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis hyper contente de t'avoir aujourd'hui sur le podcast puisque on se connaît bien toutes les deux, puisque tu es passée notamment par le 3-6, enfin bon bref, on se connaît hyper bien. Et donc sur cet épisode, on va parler justement donc stratégie emailing, ta spécialité, parce que pour moi, c'est indispensable et je voulais vraiment donner quelque part un peu du grain à moudre aux auditeurs sur le sujet, autant ceux qui ont déjà une stratégie en place que pour celles et ceux qui n'en ont pas encore, où tu vois, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont peut-être un peu dubitatifs sur l'emailing, etc. Alors, la première question que je voudrais te poser, Alexandrina, à partir de quand, pour un indépendant ou un prestataire de service, tu penses qu'il est indispensable de mettre en place une stratégie d'emailing? Alors, je recommande de mettre en place une stratégie d'emailing à partir du moment où tu as un canal d'acquisition qui peut te permettre d'avoir des nouveaux abonnés dans ta mailing list régulièrement. C'est-à-dire que je te conseille déjà, par exemple, si tu es sur LinkedIn, d'être déjà régulier sur LinkedIn, de poster peut-être 3, 4 posts par semaine pour t'assurer d'augmenter ta communauté sur LinkedIn et que ces gens-là, par la suite, vont s'inscrire à ta newsletter. Mais il faut vraiment que tu aies un canal d'acquisition, on va dire, stable, qui va te permettre de ramener du monde dans ta newsletter, que ce soit Instagram, LinkedIn ou le SEO ou la pub, mais il te faut quelque chose. Hmm. Ouais, ou la pub. Alors justement, ça faisait partie J'avais une question à te poser là-dessus, puisque je voulais te demander, est-ce qu'il est possible de développer son business 100% avec l'emailing selon toi? Et du coup, on va dire que tu as répondu, t'as répondu sans répondre à cette question. Moi, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que tu penses que c'est le meilleur moment à partir du moment où tu as déjà un canal. Mais en même temps, on a parlé de la pub qui est effectivement un canal, mais qui n'est pas vraiment un réseau social, tu vois. Donc, c'est quoi ton avis? Est-ce que tu penses que c'est possible de se développer à 100% avec l'emailing? Alors, je pense que la pub, pour qu'elle marche bien, il faut quand même, par rapport à ce que mon experte pub me dit, il faut quand même que ton compte Instagram il soit un peu fourni, que tu postes de temps en temps des posts pour que la pub sache qui bien cibler. Donc, je pense qu'il faut quand même que tu aies une petite base, enfin une bonne base, une petite régularité sur Instagram pour que la pub, ça, ça puisse bien cibler les bonnes personnes et t'attirer les bonnes personnes dans ta mailing list. Ok, donc il faut minimum un canal d'acquisition. Là, tu dis, si jamais on fait de la pub, c'est mieux quand même qu'il y ait, on va dire que le compte en question qui est mis en avant, il soit quand même un petit peu vivant, mais c'est pas non plus. Parce que tu vois, je pense à Antoine BM. Antoine BM, il me semble, si je dis pas de bêtises, alors pour le coup, moi, je l'ai pas suivi depuis ses débuts, donc j'ai aucune idée. Mais il me semble qu'il s'est développé à quoi? 98% sur l'emailing. Plus aujourd'hui parce qu'on le voit sur les réseaux sociaux, mais 98%. Donc en fait, comment il a fait pour avoir ces... Est-ce que c'était avec le SEO? Est-ce que c'était avec la pub? Tu vois? Ça, c'est une bonne question. Je me demande aussi s'il n'y avait pas YouTube qui a joué, parce que je sais que pendant un moment, il était à fond aussi Mais sur oui, il avait YouTube. YouTube. Ouais. Donc, je pense que peut-être qu'il faut que tu aies soit le SEO qui fonctionne bien avec la pub, tu puisses bien retargeter, soit Instagram, peut-être YouTube avec la YouTube pub. Mais je pense qu'il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui puisse vraiment attirer. Après, tu n'es pas obligé de publier tous les jours, Hmm. mais de publier de temps en temps un post par semaine pour un peu compléter le compte. Ouais, voilà, c'est ça.
Juste avant, là, je t'ai posé la question à partir de quand, pour un indépendant, un prestataire de service, tu penses que c'est indispensable de mettre en place une stratégie d'emailing. Mais du coup, est-ce qu'on peut répondre aussi finalement le plus tôt possible? Parce que je sais qu'il y a énormément aussi d'indépendants. Alors, je pense qu'on commence jamais trop tard, mais le plus tôt est le mieux. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui, le plus tôt est le mieux, surtout que je sais qu'on me pose souvent la question, j'ai pas, enfin, et si j'ai pas encore de produits à vendre, mais moi ce que je réponds, c'est comment tu vas construire ta communauté, entre guillemets, ton audience, et que, parce que ça prend du temps d'avoir des abonnés dans ta mailing list. Donc tu commences à la construire petit à petit, même si tu n'as que 100, 200 personnes, et quand tu auras ton produit, bah, au moins tu pourras faire ta première vente. Mais si tu as le temps, ce serait bien de commencer assez tôt, et à la limite, tu envoies qu'une newsletter par mois ou toutes les 2 semaines au début. Parce que vraiment, au Ouais. début, faut vraiment que tu priorises, enfin, que tu te concentres sur ton canal d'acquisition qui va te permettre d'avoir des contacts dans ta mailing list. Sinon, tu vas stagner toute ta vie à 200 contacts. Si Ouais. ton nombre d'abonnés stagne, par exemple, sur les réseaux sociaux, et bah, tu vas stagner dans ta mailing list. Mais qu'est-ce que tu veux dire par il faut avoir un truc à vendre? Quand tu es indépendant, tu as forcément un truc à vendre. Il y a des gens qui, visiblement, en tout cas, Ok. ils n'ont pas de trucs à vendre. Ils ont un compte, ils n'ont pas encore fait leur Bah, offre. Je pense que ah c'est des oui, ils gens n'ont qui ont pas un encore fait leur offre. problème. Ouais, je pense Ok, qu'ils ont j'entends. aussi ils ont peur de vendre, ils sont perdus. Enfin, je pense que c'est aussi un problème de bah, soit de mindset par la peur de vendre, soit ils ne savent pas comment faire une offre. Ils se lancent. Ok. Ok, donc tu recommandes aussi, quelque part, d'avoir éventuellement une newsletter si c'est possible, etc. Même quand tu es en phase de création d'offres, éventuellement. Oui, parce que ça te fait augmenter ton nombre de Ton, prospects ton- qualifiés. ton nombre de personnes et de contacts. Ok, ok. Alors c'est marrant parce que moi, je ne recommanderais pas du tout ça, mais en même temps, c'est normal, il faut toujours des avis différents parce que, enfin, moi, je recommanderais, tu vois, plutôt d'avoir quand même un minima une offre, mais ça, en plus, ça peut aller très vite. Enfin, tu vois, nous, on voit avec notre challenge Dynamite 45, en 45 jours, tu as tes clients, tu vois, tu construis ton offre, 45 jours, tu as tes clients. Bon, bah, après, go, let's go, va sur la stratégie d'emailing si tu as envie de le faire, enfin, tu vois. Et donc, par quoi faut-il commencer avant de se lancer dans une stratégie d'emailing, selon toi? Alors, avant de te lancer dans une stratégie d'emailing, bah déjà, je te conseille de te concentrer sur comment tu vas acquérir des nouveaux contacts. Donc déjà, de choisir ton canal d'acquisition. Et après, de te dire bah, comment je vais faire en sorte que ces personnes viennent dans ma mailing list. Est-ce que je vais communiquer à fond sur le sujet de ma newsletter en disant bah, lundi, je sors un sujet sur, par exemple, 3 astuces pour développer ton business. Est-ce que je vais faire un lead magnet, c'est-à-dire que je vais offrir un Hmm. petit cadeau. C'est clairement l'astuce la plus facile à faire si tu veux des abonnés, tu crées des lead magnets et tu parles dessus, tu communiques dessus. Voilà, c'est vraiment réfléchir comment tu vas donner envie aux gens de venir s'inscrire. Parce que les gens, si tu leur dis pas de venir s'inscrire chez toi, ils viendront pas. Du coup, il faut travailler sa ligne éditoriale aussi avant, peut-être pour savoir pourquoi les gens rejoignent. Oui, oui, il faut que tu travailles ta promesse, ta tonalité, Hmm. les sujets que tu veux aborder, les sujets que tu ne veux pas aborder. Ok, parce que moi je me souviens quand j'ai démarré l'emailing, donc il y a longtemps, hein, moi j'ai démarré dans les 5, 6 premiers mois quoi, de mon activité, donc j'ai démarré hyper rapidement. Je me souviens que j'avais pas mal travaillé un petit peu ma ligne édito et du coup un peu ma secret sauce, tu vois. Et je me souviens qu'au début, j'avais même pas de lead magnet. C'est-à-dire que je remplissais juste par la force de ma promesse. Et donc ça, je trouve que c'est hyper intéressant aussi d'essayer, on va dire, de tendre vers ça, c'est-à-dire d'avoir une newsletter qui est tellement, qui donne tellement envie quelque part que tu n'as même pas besoin de lead magnet pour ça. Et donc, selon toi, comment on fait pour attirer des contacts vers sa newsletter, justement sans lead magnet? Est-ce qu'il y a une autre manière de faire que celle que je viens de donner là finalement? Alors, sans lead magnet, alors oui, t'as la secret sauce, comme d'ailleurs, il y a Féministe ton business de Emmanuel qui le fait. Il y a aussi Chloé de Chloé Édition, je crois, son Instagram. Donc, ça, c'est. Mais là, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont donc du mal à trouver leur secret sauce. C'est vraiment difficile pour eux de savoir comment se démarquer des autres newsletters. C'est très, très rare les gens qui arrivent à faire bah, comme toi, tu faisais, comme Emma et Chloé. Après, tu vas avoir des gens qui vont surtout utiliser sur tous leurs sujets, leur donner, ils vont commencer à donner, par exemple,
par exemple, leur prochaine newsletter, ça va être sur 5 étapes. Ils vont en citer deux et vont dire si tu veux connaître les trois autres, il faut que tu t'inscrives. Ça se fait beaucoup plus et c'est plus facile. Parce que enfin, je pense qu'il faut que tu écrives tes premières newsletters pour après trouver ta secret sauce. Parce qu'au début, tu n'as Ouais. pas confiance en toi, surtout quand tu commences dans l'entrepreneuriat. En fait, tu sais pas en quoi tu es différent des autres. En tout cas, je Mm. pense, en tout cas, la première année, ça m'a pris énormément de temps de comprendre en quoi j'étais différente des autres. Et pour la plupart des indépendants, c'est ça. Même au bout de 6 ans, je pense qu'il y en a certains, ils savent pas c'est quoi leur secret de sauce en emailing. Et pourtant, ils Bien sont très sûr. forts. Ouais, non, mais là, puis là, c'est carrément une histoire de positionnement, hein. Je trouve la secret sauce, c'est pas forcément quelque chose qu'on trouve tout de suite dès le départ, donc complètement. Et donc, je retiendrai finalement teaser sa newsletter, teaser la prochaine newsletter en post. Et c'est vrai que ça marche hyper bien. Enfin, je le vois déjà, moi, quand je le fais sur LinkedIn, ça marche hyper bien. Je vois aussi plein d'autres qui le font. On peut le faire aussi en story. Enfin, c'est clair que c'est hyper pertinent, je trouve, comme conseil. Et effectivement, ça marche. Ça Oui. marche complètement. Sinon, il y a une autre astuce pour augmenter ta mailing list sans lead magnet. Ça va être de parler, enfin, de faire appel à des entrepreneurs qui sponsorisent leur newsletter. Ça peut coûter par exemple 60 euros. Et à la fin, ils font un petit encart sur toi en mode un tel a sorti sa newsletter qui va traiter de tel sujet. Ou si tu as un lead magnet, la personne va mettre ton lead magnet. Et ça peut te permettre d'avoir, selon l'audience de la personne, mais facile, des dizaines d'inscrits en un jour. Ouais, non, hyper intéressant. Et je pense que c'est encore pas hyper répandu. Et d'ailleurs, je Non. sais que là, récemment, il y a Julia et Julie de I Don't Think I Feel qui ont commencé à sponsoriser leur newsletter. Et donc, effectivement, tu peux sponsoriser en plus les newsletters suivantes grâce à une phrase teaser, etc. Ah ouais, c'est hyper pertinent. Merci beaucoup, Alexandrina, parce que je pense qu'il y en a assez peu qui font comme ça. Donc, c'est vraiment pas mal. Moi, j'avais envie de parler avec toi des séquences de réengagement parce que je sais que c'est important et je souris parce que nous, on n'en a pas chez Step 22. Mais parce que, évidemment, tout est perfectible. On pourrait faire mieux sur des milliards d'autres choses. Mais moi, j'avais une vraie question là-dessus. Est-ce que ça permet vraiment de regagner, genre, le cœur des contacts, tu vois, quand on fait les séquences de réengagement? Et je te laisse expliquer quand même ce que c'est parce que peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ne savent pas. Alors, la séquence de réengagement, en fait, c'est quand vous avez des abonnés qui ne voient plus vos emails depuis au moins 3 4 mois. Bah, on va les considérer comme étant des contacts inactifs. Et du coup, bah, pour leur donner, entre guillemets, envie de vous relire, on va leur envoyer 3 emails pour leur demander est-ce que tu veux rester ou pas abonné à la newsletter. Et en fait, le but de ça, c'est pas que pour leur donner envie de nous relire, mais c'est aussi pour éviter de se retrouver avec des mauvaises statistiques. Parce que si tu laisses tes contacts inactifs depuis des années, tu peux te retrouver facilement avec un 10% taux d'ouverture et finir dans les spams. Donc, il y a d'autres objectifs, c'est aussi pour éviter de polluer les boîtes mail inutilement. Et est-ce que, donc, la question que tu avais posée, c'est est-ce que ça permet de vraiment de réengager ces personnes-là? Alors, en fait, moi, j'ai remarqué que certaines personnes, parce que le but, c'est que s'ils ne réagissent pas aux 3 emails que tu envoies pour leur demander s'ils veulent ou pas continuer de recevoir tes emails, tu vas un peu espacer l'envoi de tes newsletters. Et certaines personnes vont moins te voir. Elles vont te voir plus qu'une fois tous les mois ou une fois tous les 2 mois. Et donc là, elles vont se dire, elles vont commencer à t'ouvrir en mode, ah oui, je l'avais oublié, Alexandrina, je vais la relire de temps en temps. Donc, ça permet à des personnes de maintenir le lien quand même. Après, ça va pas te faire Ok. des grosses différences entre tes chiffres, hein. Ok. Non, mais au moins tu es honnête. Oui, Ah oui. ça permet de faire qu'il y a des gens qui, même s'ils n'ouvrent pas souvent tes emails, le fait que tu leur dises toc toc, je suis encore là, est-ce que tu veux encore recevoir mes emails? Ils vont se dire bah oui, why not, je suis OK pour, je sais pas, lire Pauline, lire Alexandrina une fois par mois, ça me convient, mais pas plus. C'est ça que tu veux dire. Mais il y en a aussi forcément qu'on va perdre dans l'eau et tant mieux. Parce que effectivement, je pense que c'est important de ne pas faire rester les gens pour les faire rester, quoi. Ça sert à rien, on est C'est complètement ça. d'accord. Le but, pour moi, c'est vraiment d'éliminer toutes les personnes qui ne lisent pas tes emails parce que ça te fausse tes stats. Tu penses que tu as 3 000 personnes, mais tu n'as que la moitié qui te lisent depuis moins de 3 mois. Donc, Hmm. C'est quoi la bonne fréquence à ton avis? La fréquence d'envoi? Bon, à mon avis, en vrai, il n'y a pas de réponse toute faite, hein, parce que ça dépend des objectifs, etc., etc. Mais la moyenne, quoi. oui, là, il n'y a pas de réponse parfaite, mais généralement, une fois toutes les semaines ou une fois toutes les 2 semaines, c'est très bien. Une fois tous les mois, c'est vrai que ça commence à faire pas beaucoup parce que Hmm. c'est dur de
de créer du lien avec la personne. Mais déjà, une fois toutes les 2 semaines, c'est très bien. Et en termes d'organisation, parce que je sais que c'est une question que beaucoup d'entrepreneurs se posent, est-ce que tu penses qu'il faut avoir un calendrier éditorial comme sur les réseaux sociaux pour pouvoir s'organiser et être sûr et certain d'être régulier dans sa strate? Alors, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui marchent beaucoup au feeling, genre elles adorent la semaine même. Enfin, j'ai des coachés qui me disaient, je me pose le mardi pour écrire le mercredi, et enfin pour l'envoyer le mercredi, et c'est très bien parce qu'ils ont envie de parler de quelque chose d'actualité. Mhm. Par contre, il y a des personnes qui n'arrivent pas à faire ça, et je pense que 70% des entrepreneurs n'arrivent pas à se dire tous les mardis, je me pose pour écrire ma newsletter qui s'envoie le mercredi. Et du coup, pour être sûr d'envoyer ta newsletter, c'est mieux de te faire un petit calendrier éditorial, au moins tu es sûr. Ouais, et surtout qu'on est bien d'accord que la régularité, c'est hyper important. Il vaut mieux Oui, faire une fois par mois, mais une fois par mois tout le temps, que, je sais pas moi, 5 fois d'un coup, et puis ensuite plus rien. oui, là, ça sert à rien, tu auras perdu du temps inutilement. On est d'accord. C'est quoi les bonnes pratiques pour toi pour qu'un email il soit ouvert? Alors, déjà, il faut que tu t'assures d'avoir les bonnes personnes dans ta mailing list, mine de rien, parce qu'il y a des gens qui, ils ont 20%, ils comprennent pas pourquoi, parce qu'ils ont des bons objets, mais en fait, c'est qu'ils ont les mauvaises personnes dans leur mailing list. Ils ont fait un lead magnet peut-être un peu trop généraliste, et ils se sont retrouvés avec plein d'entrepreneurs, alors qu'eux, par exemple, ils ciblent que les CM, donc ça va pas. Mm. Donc déjà, il faut avoir une mailing list qualifiée. Ensuite, il faut que ton objet soit quand même enfin, il respecte des petites, on va dire, des petites techniques de copywriting déjà qui soient plus courts, enfin, moins de 55 caractères pour qu'il soit aussi visible sur mobile. Après, si tu peux être, enfin, tu as des petites astuces, genre si tu es drôle, bah, tu vas attirer l'attention, donc les gens, ils vont cliquer. Si tu es clivant, ça aussi. Alors là, ça va être moi, j'ai pas aimé cet objet, mais la cible de cet entrepreneur adore. Une fois, j'ai reçu un objet qui s'appelait Ouvre ou je te défonce. Ok, Voilà. waouh, ouais, Et ce effectivement. mec-là, je sais qu'il a des superbes stats. Il a des taux d'ouverture de 70% parce que sa cible, c'est des mecs et ils adorent ce genre d'objet. Ouais, en gros, sa cible est friande C'est ça. ces objets-là, effectivement. Donc, il faut qu'elle soit qualifiée, c'est ce que tu dis, pour que déjà favoriser le taux d'ouverture. Je voulais parler un petit peu des KPI notamment. Je pense que je vais pouvoir les poser un petit peu dans toutes les questions parce qu'il y a des KPI pour tout. Mais c'est quoi, selon toi, un bon taux d'ouverture? À partir de Alors, combien? ça va dépendre de la taille de ta mailing list, mais 40%, on est dans du très bien. Ok, 40%, on est dans du très bien. Oui. Et on va dire Après, à que savoir que ceux qui ont moins de 200 personnes, ils vont oui. forcément avoir 40%. Donc là, on va plutôt être dans du 50%, 60%. Mais 40% pour tout le monde, c'est très bien. Et après, l'objectif des emails, c'est pas seulement qu'ils soient ouverts, on est d'accord, c'est qu'ils soient lus et qu'ils aillent jusqu'au bout, que pourquoi pas ils cliquent, qu'ils aillent plus loin, etc. Et donc, dans ces cas-là, ce serait quoi un peu tes conseils pour faire que les gens qui ouvrent cet email, ils aillent jusqu'au bout, en fait, qu'ils lisent vraiment? Alors là, bah, on va être sur des conseils clairement de copywriting. Déjà, il faut que ton accroche, elle soit bien. Genre, juste une accroche facile que tout le monde peut utiliser, enfin, peut faire. C'est des accroches qui répondent à une problématique, mais précise de ta cible. Par exemple, ça va pas juste être une accroche qui va dire tu veux développer ton business. Ça, tout le monde veut développer son business. Il faut être un peu plus précis. Est-ce que pour ta cible, développer son business, ça veut dire je veux, est-ce que, enfin, par exemple, 5 conseils pour quitter ton boulot de salarié et vivre enfin de ton activité d'indépendant. Là, on est un peu plus précis. Est-ce que Ouais. développer ton business, ça veut dire gagner 5 000 € par mois ou vendre des petits produits? Mais voilà, ça, tu peux l'utiliser pour tout parce que si tu réponds à ma problématique, bah, enfin, tu me donnes des conseils, je veux savoir c'est quoi les conseils. Donc ça, c'est l'accroche la plus simple à mettre en place. Est-ce que tu recommandes ou pas qu'il y ait de mettre des boutons, par exemple, tu vois, pour cliquer? Je sais que, je vais donner un exemple. Nous, dans nos emails, donc les emails chez moi, c'est vraiment des emails texte. Il me semble en plus que tu es abonné, donc tu vois très bien de quoi je parle, Alexandrina. Donc c'est full texte, il n'y a pas d'image, il n'y a absolument rien, mais c'est volontaire. Ce qu'on veut, c'est quelque chose de brut, très straight to the point, que ça aille jusqu'au bout, etc. Et donc, la grande majorité du temps, je te dirais 98% du temps, quand on met des liens, on les met sur les mots. En revanche, on a remarqué que quand on a certains enjeux marketing et commerciaux, évidemment,
Le fait de simplement rajouter en plus de 2 fois peut-être le lien dans la newsletter, plus un bouton à la fin, tu vois, par exemple, ou mettre en PS, que ça augmentait quand même énormément le taux de clic. Mais je sais aussi qu'il y a des personnes comme toi qui sont dans l'emailing et qui disent non, mais il ne faut pas mettre de boutons. Et puis, tu en as qui disent oui, mais il ne faut pas mettre d'image. Et puis, tu en as qui disent bah non, mais il faut en mettre. Enfin, tu vois, on a un peu bah voilà, tous les sons de cloche, quoi. Mais évidemment, moi, je sais pourquoi. Mais est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton avis sur tout ça? En vrai, ça va vraiment dépendre de chaque entreprise. Moi, par exemple, je mets des images, ma newsletter est très designée parce que j'aime bien, je trouve ça joli, je suis fière de ma charte graphique et voilà, il y a plein de raisons. Et par contre, le risque que je prends d'avoir une newsletter designée, c'est que j'ai plus de chances d'aller dans l'onglet promotion parce que je vais utiliser ce qu'on appelle un code HTML et mon email va être un peu plus lourd parce qu'il y a des images. Donc c'est OK bon, parce que moi, je fais en sorte d'aller en principal, j'utilise d'autres astuces. Mais c'est principalement la raison, enfin, la plupart des gens qui vont être dans des emails texte brut, c'est pour avoir plus de chances d'aller dans l'onglet principal et d'avoir des meilleurs taux d'ouverture et donc de clics. Après, est-ce qu'il faut mettre ou pas des boutons? Moi, j'ai déjà testé avec ou sans. Les stats, généralement, c'est quand même les mêmes. Ça Ouais. dépend vraiment si... Parce que j'ai des clients, par exemple, ils vont être dans des outils d'emailing où on ne peut pas mettre de boutons. Enfin, c'est des trucs un peu Ah oui, ok. vieux. Et on met des liens et ils ont des superbes stats. Donc, Le c'est maître mot, vraiment... j'imagine, c'est qu'il faut tester tout simplement. Enfin, C'est de ça. toute façon, en En- business, hein, de façon générale, c'est pareil dans l'emailing, mais je pense qu'il faut tester, quoi. C'est ça. Par contre, il faut mettre plus... Enfin, si tu vends un produit et que tu parles... Enfin, tu es dans un email de vente, moi, je te recommande de mettre plusieurs fois le lien ou le Hmm. bouton qui renvoie vers ta page de vente, de le mettre 2 fois, 3 fois minimum. Surtout si tu es en début ou en fin de lancement. Ouais, Parce que complètement. c'est là que tu vends le plus. Ouais, exactement, c'est ça. Si on parle de lancement orchestré, effectivement, tu parlais de augmenter les chances d'être dans l'onglet principal. Et justement, grande question, bah, comment on fait pour éviter d'atterrir dans les spams aussi, alors que on spamme pas les gens, tu vois, c'est-à-dire on respecte la RGPD, on n'envoie pas des milliards d'emails alors qu'ils sont pas demandés. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Comment on fait concrètement pour éviter un maximum de ne pas être dans les spams et du coup d'atterrir dans l'onglet principal? Alors, donc déjà, pour éviter d'atterrir dans les spams, déjà, ne pas utiliser une adresse Gmail. Enfin, il faut vraiment te créer ton adresse mail avec ton nom de domaine, donc @thewondersuccess.com par exemple. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Après, tu as des mots à éviter, ce qu'on appelle les spam words. En fait, c'est des mots qui ont été très, très souvent utilisés par des spammers. Donc, ces mots-là, ça va être tout simplement le signe euro, maigrir, revenu, investir, etc. On peut les utiliser de temps en temps, mais il ne faut pas les mettre 10 fois dans l'email. Ok. Après, tout ce qui est majuscule aussi, il faut faire attention, pas mettre trop de mots en majuscule. Le poids des images, il faut que dans l'idéal, l'ensemble des images fasse moins de 300 KO. Mhm. Et ensuite, si vous avez un site, il faut qu'il soit sécurisé, donc en HTTPS, un truc comme ça. Ok. Et puis tout simplement ne pas... alors si vous faites de la prospection froide, il faut faire attention parce que si vous, par exemple, si j'envoie des emails de prospection froide avec alexandrina@thewondersuccess.com, qui est aussi mon adresse avec laquelle j'envoie mes newsletters, et qu'il y a des gens qui me signalent sur Ouais. Gmail, bah, je vais perdre des points. Donc je vais avoir plus de chances d'aller dans l'onglet promotion et surtout dans l'onglet spam. Et Ok. généralement, les conseils que je vous ai donnés, ce sont aussi les mêmes conseils qu'on utilise pour éviter d'aller dans l'onglet promotion. Oui, c'est ça. Ouais, quand je disais spam, c'est spam, promotion. Du coup, est-ce que ça vaut le coup ou pas sur l'email de bienvenue de recommander, je sais pas moi, mets-moi dans ta liste de contacts ou etc. pour éviter que j'apparaisse dans les spams. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Alors, j'ai déjà testé, je ne sais pas trop si les gens le font, pourtant j'ai essayé avec Ouais. plusieurs clients, donc ça, je ne suis pas sûre que les gens bah, le font vraiment. Par contre, ce qui marche très bien, c'est de demander aux gens de vous répondre. Ça, Hmm. ça, faut le faire. Par exemple, si vous envoyez une newsletter, demandez à la fin, est-ce que tu as bien aimé ma newsletter? Est-ce que tu veux une partie 2? Est-ce que ça t'est utile? Ça marche très très bien. Parce que du coup, le fait qu'on vous réponde, vous gagnez des points. Enfin, votre nom de domaine gagne des points et donc vous avez plus de chances d'aller dans l'onglet promotion. Pas promotion, Du principale. coup, l'inverse. Ouais. Ok, hyper intéressant. Alors, je savais pas du tout pour le coup. Alors, moi, je sais que nous, sur notre newsletter, on encourage, pas toujours, mais on encourage à répondre. Mais je savais pas, tu vois, que ça favorisait
je vais mettre des guillemets, un peu l'algorithme de l'emailing, on va dire. Ok, hyper intéressant. Et donc, là, juste avant, j'ai parlé de est-ce que dans l'email de bienvenue, c'était utile d'en parler? On peut parler peut-être rapidement de séquence de bienvenue. Qu'est-ce que tu recommandes de la séquence de bienvenue? Est-ce qu'un email, ça suffit? Est-ce qu'il en faut plusieurs? Est-ce que. Enfin, voilà, grosso modo. Alors, le but de la séquence de bienvenue, c'est que bah, on apprenne à te connaître, qu'on sache ce que tu fais, qu'on connaisse ton univers et qu'on ait confiance en toi, en ton expertise. Donc, un email, tu vois, c'est court pour atteindre tous ces objectifs. Donc, moi, je recommande au moins 3 emails. Le premier email, bon, tu souhaites un peu la bienvenue, tu parles un petit peu de toi, tu donnes un cadeau si la personne est venue pour le cadeau. Et puis après, je conseille un autre email où tu vas plutôt mettre en avant, enfin, tu vas donner des conseils, apporter de la valeur. Comme ça, moi, tu montres que tu es bien un expert dans ton domaine. Et un troisième email où tu vas plutôt parler de toi, raconter une histoire. Et là, le but, c'est pour qu'on t'aime tout simplement parce qu'en Ouais, France, pour acheter, enfin, pour faire appel à un prestataire, on a besoin de l'aimer et d'avoir confiance en lui. Donc l'aimer dans le sens. ouais, j'ai compris. Ouais, ouais, bien sûr. Bah, de toute façon, la confiance, tu dis en France, mais je pense que la confiance, c'est de toute façon un paramètre indispensable pour vendre, que ce soit en France ou ailleurs. Mais Oui, j'avoue. effectivement, je suis d'accord avec toi. En France, tu veux dire qu'il y a quand même peut-être une méfiance un peu plus élevée qui fait que la confiance, elle doit être mise en avant. Enfin, j'imagine que c'est pour ça que tu l'as dit. Oui. Entre les emails, on a parlé, ok, bon, bah, 2 à 3 emails sur la séquence de bienvenue, c'est top. Mais combien de jours tu mets entre les deux? Entre chaque email? Est-ce que tu mets un jour? Est-ce que tu mets plusieurs jours? Est-ce que, enfin, tu vois, Alors moi, je recommande entre 1 et 3 jours. entre chaque email. Oui. Oui, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont peur de se dire, ouais, si j'envoie un email par jour, je vais avoir des mauvaises stats, alors que pas du tout. Enfin, moi, j'ai des 70% dans ma séquence de bienvenue et elle fait largement plus que 3 emails sur le coup, parce que c'est 3 emails, mais ça peut être plus. Ok. En fait, les gens, ils vont, enfin, si ce que vous racontez dans votre newsletter, c'est intéressant, bah, les gens, ils vont l'ouvrir. Et à l'époque, faut pas oublier qu'Antoine BM, il envoyait même une newsletter par jour. Et Oui. il y en a plein qui font ça, il n'y a pas que lui. Après, je pense que c'est aussi une histoire de transparence. Si au début, quand les gens s'inscrivent, tu dis clairement c'est un email par jour, bah, la personne, elle est au courant, quoi. C'est plus quand elle n'est pas au courant, où là, ça peut être potentiellement vu comme de l'abus, et ce que je peux complètement comprendre. C'est quoi les KPI vraiment importants à suivre, selon toi? Là, on a parlé du taux d'ouverture, mais c'est quoi les plus importants et peut-être ceux que les indépendants ne regardent pas assez et qui pourraient être. Alors, le plus important, clairement, c'est le taux de conversion. Alors, dans certains outils d'emailing, on peut l'avoir si vous vendez des produits digitaux. Après, c'est vrai que quand c'est des rendez-vous, il faut le calculer à la main, mais c'est pas difficile. Il suffit de voir qui a pris rendez-vous, est-ce que cette personne a cliqué dans un email. Donc, il faut le calculer manuellement. Ça, c'est très, très important parce que bah, si vous faites un lancement et que vous avez pas de vente, bah, il faut remettre, enfin, il faut se poser des questions. Et en deuxième KPI, que je regarde tout le temps, ça va être le taux de clic. Et lui, je recommande, généralement, on est sur une moyenne de 2,5. Enfin, un très bon de clic, un très bon taux de clic, c'est 2,5%. Ok. Donc, en gros, taux d'ouverture, taux de clic, taux de conversion. C'est le plus Voilà. important, quoi. Je dis taux Oui. d'ouverture parce que je suis d'accord, le taux d'ouverture, ça ne veut pas dire que les gens lisent les emails, mais je pense que c'est quand même important à regarder. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, parce qu'en fait, quand tu as un mauvais taux d'ouverture, ça veut dire, enfin, ça peut être synonyme d'un problème de spam. Et aussi, si tu Ah. as donc soit un problème de spam, soit un problème aussi de liste pas du tout qualifiée. Donc, c'est très problématique parce que tu pourras pas vendre si ta liste n'est pas qualifiée. Et du coup, qu'est-ce que tu recommanderais si on a voilà, un indépendant là, qui nous écoute, une indépendante, qui se retrouve avec, là, tu as parlé du taux d'ouverture, donc je ne vais pas prendre cet exemple-là, qui a vraiment, dès qu'elle met je vais y arriver, un lien dans son mail, il y a vraiment genre 3 personnes qui cliquent, quoi. Enfin, c'est 0,2% de la liste. Qu'est-ce que, à ton avis, ce serait quoi ta recommandation, ou en tout cas, qu'est-ce qu'il faut aller investiguer quelque part pour augmenter ce taux de clic? Alors, ouais, si tu as vraiment très très peu de personnes qui cliquent, généralement, c'est un problème de mailing list. Parce que même si ton copywriting, il n'est pas foufou, tu as Mm. quand même un peu de gens qui cliquent et qui achètent. Moi, j'ai eu des clients qui écrivaient pas du tout bien et ils vendaient quand même hein, avant. Ouais. Alors, alors, alors que vraiment, la mailing list, si de base, elle n'est pas bonne, bah, enfin, tu peux rien faire.
Et donc, ce que je recommande à cette personne, ça va être d'envoyer un sondage, enfin, un questionnaire à sa mailing list Hmm. en échange d'un cadeau, genre en demandant à la mailing list de répondre à un petit questionnaire de moins de 2 minutes, vraiment très court. Euh, et puis que bah, si elle répond, bah, elle a un petit cadeau. Comme ça augmente le taux de réponse avec une relance. Et là, ça va permettre à la personne de savoir qui est un peu dans la mailing list, demander un petit peu des infos. Moi, je demande généralement, c'est quoi ton CA, c'est quoi ta problématique, t'en es où dans l'emailing, enfin, c'est des questions comme ça. Ok, non, mais hyper intéressant parce que je pense que il n'y a pas beaucoup de gens, à mon avis, qui font ça, qui envoient, tu Non. vois, un formulaire. Je le vois assez peu. Et d'ailleurs, c'est Nina Ramen, petit coucou si tu passes par là, Nina, qui fait ça dans sa séquence de bienvenue, si je dis pas de bêtises. Elle envoie directement un formulaire. Et je trouve que c'est hyper smart. Donc, bien sûr, tu n'as pas 100% des gens qui répondent. Mais je trouve que c'est hyper smart. Et effectivement, ça augmente, en fait, quelque part, ça augmente l'engagement. C'est un peu, tu vois, les mêmes choses que sur les réseaux sociaux, finalement. Oui, en plus, bah, moi aussi, dans une de mes séquences, que j'en ai plein, de bienvenue, j'en ai une où j'ai aussi un petit sondage. Et moi, en fait, ça me permet surtout de segmenter. Hmm. C'est-à-dire, par la suite, d'envoyer les bons messages aux bonnes personnes. Mais ça, vous le faites après, vous le faites pas au début. Ouais, Non, vous le ouais, c'est faites. ça. Vous le faites pas au début. Au début, vous embêtez pas avec la segmentation, vous essayez juste de cibler un profil type de client, enfin un client idéal assez précis et avoir plein de clones entre guillemets. Genre, par exemple, si vous ciblez des CM, bah, essayez de cibler que des CM débutants. Comme ça, au moins, vous n'avez pas besoin de segmenter au début. Et justement, là, tu parles de segmentation parce que cet épisode, il est vraiment autant pour les gens qui démarrent que les gens qui ont déjà une liste finalement et qui envoient déjà des emails. Moi, je trouve que la segmentation, ça peut vite devenir le bordel si c'est pas bien, Oui, si oui. c'est pas bien organisé, etc. Et surtout, ça dépend quand même pas mal de l'outil. Ce serait quoi peut-être je sais pas, deux, trois conseils pour bien segmenter, mais surtout que ce soit propre. Quand je dis propre, je vais expliquer rapidement pour les gens qui nous écoutent. Quand vous avez trop de segments, vous vous retrouvez avec trop de types de personnes, on va dire, qui sont rentrées par tel magnet et puis un autre et puis machin, puis nanana. Et en fait, ça devient le bordel intersidéral dans votre plateforme d'emailing. Et résultat, la segmentation ne sert plus à rien parce que vous ne pouvez pas vous en servir sciemment, quoi. Quelque part, c'est pas efficient. Donc, ce serait quoi tes tips un petit peu? Alors déjà, c'est de se demander la question, c'est qui peut potentiellement rentrer dans ma mailing list, mais qui ne peut pas du tout recevoir les mêmes conseils. Moi, par exemple, les e-commerce ne peuvent pas recevoir les mêmes conseils en emailing que les indépendants. Pourtant, ils Mhm. rentrent. Ouais. Pareil, je ne peux pas envoyer les mêmes conseils d'emailing par exemple, à Pauline qui a déjà un bon business qui tourne qu'à un jeune entrepreneur qui vient de démarrer. C'est pas possible. Ils vont pas être intéressés par les mêmes sujets. Donc moi, déjà pour un peu essayer de différencier ces personnes-là, notamment les e-commerce et les prestataires, c'est que dans mes lead magnets ou mes formulaires de newsletter, c'est qu'il y a une petite case où je demande c'est quoi ta situation, un truc comme ça, et c'est est-ce que tu es prestataire, coach ou tu es propriétaire d'un e-commerce. Déjà là, c'est plus facile pour moi et je sais qui reçoit quelle newsletter. Donc ça, c'est déjà la première astuce. Tu as deux newsletters différentes, enfin, tu as deux emailing différents. Oui, alors pour les e-commerce, étant donné que j'en ai moins dans ma mailing list, ce que je fais, c'est que j'ai mis en place une automatisation. Ok. En fait, c'est une automatisation qui tourne sur un an. Ils reçoivent un email toutes les 2 semaines, selon les périodes. Et puis, bah, je n'ai pas besoin de m'en préoccuper. Je voudrais Ok. davantage attirer les e-commerce en 2024, mais c'est vrai que là, j'en ai pas énormément. Donc, surtout, j'ai pas énormément de produits digitaux à les vendre. Donc. Ok, intéressant. Mais tu vois, là, je me concentre surtout sur les prestataires et les coachs parce que c'est à eux que je vends beaucoup. Et ma newsletter hebdo, elle est uniquement pour eux. C'est eux qui reçoivent le plus d'emails. Bien C'est sûr. mon cœur de cible, enfin mon abonné idéal. C'est ça, et puis c'est ton cœur de cible actuellement par rapport à tes objectifs, ta vision, etc. Et donc tu vas améliorer après les choses. Tu parlais de e-commerce justement et de prestataire de service ou d'indépendant, disons. C'est quoi la principale différence là en termes de type d'email? Parce que je sais que un email e-commerce versus un email d'une TPE, ça va pas du tout avoir les mêmes. Et je trouve que c'est intéressant parce que je sais qu'on a quelques e-commerçants quand même qui nous écoutent. Donc c'est intéressant d'avoir un peu la différence de tendance, on va dire, en termes d'emailing.
déjà, les automatisations vont pas être les mêmes. Les e-commerce, il y a une automatisation qui marche du tonnerre, c'est le panier abandonné. Là, j'essaie de Hmm. trouver l'astuce pour que ça marche aussi pour les indépendants, mais ça marche pas aussi bien, donc je creuse. Mais ça, vraiment, les paniers abandonnés, mais c'est limite, avec la séquence de bienvenue, ça dépend de mes clients e-commerçants, mais c'est celle qui rapporte le plus d'argent. Il faut la mettre dès le début. Après, il va y avoir d'autres automatisations comme l'anniversaire. Pareil, ça marche quand même pour les e-commerce, les indépendants. Ça marche pas trop. Ouais, bah, on pourrait, mais bon, c'est un peu. On pourrait en vrai. Si par exemple, pour des petits produits, tu vois, tu parles de petits produits digitaux, on pourrait un petit peu le faire fonctionner comme un e-commerce. Je pense que c'est possible, mais c'est juste que c'est pas commun de demander Ouais. l'anniversaire lors d'une inscription à un lead magnet, par exemple, quoi. Et je pense que ça marche pas. Par exemple, les paniers abandonnés, alors, ouais, moi, je vois les résultats entre des infopreneurs qui ont mis ça en place et puis des e-commerçants. Bah, les e-commerçants ils ont plus de ventes. Mais même pour, par exemple, le Black Friday, j'ai plein de clients e-commerce qui l'ont mis en place et ils ont eu plein de ventes. Moi, je l'ai mis en place pour moi, pour tester. Mhm. Et j'ai eu autant de ventes qu'une opération marketing, enfin un petit peu moins même qu'une opération marketing que je fais habituellement. Donc, on n'a pas les mêmes tendances. Je pense que pareil pour tout ce qui est Noël, enfin période un peu voilà, qui fonctionne, bah, ça va beaucoup mieux fonctionner pour les e-commerce. Et du coup, c'est là qu'il faut envoyer un maximum d'emails. Clairement, il faut limite en envoyer un par jour dans ces périodes-là parce qu'ils vont voir la différence. Est-ce que en termes de forme et de format, tu as déjà vu des e-commerçants qui utilisent on va dire, les règles des TPE, tu vois, par exemple, beaucoup plus de texte que d'images, avec en mode, j'imagine, hein, moi j'ai un peu le cliché, tu vois, de l'email e-commerce avec, en gros, moins 70%. Enfin, tu vois, j'ai vraiment le truc en tête. Est-ce que tu as déjà vu, ou peut-être déjà accompagné des e-commerce qui fonctionnent moins comme ça, qui utilisent moins les codes de l'e-commerce, en fait, finalement? Oui, alors j'ai eu des clients e-commerce qui avaient bossé déjà le texte avec un copywriter. Donc c'était vraiment un énorme texte enfin, de texte pour vendre le produit. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un A/B test. On a fait un email designé et Mhm. un email full texte. Alors à chaque fois, c'est vrai que l'email designé a plus fonctionné, mais j'ai pas non plus un échantillon de 100 tests. Donc je pense qu'il faudrait le faire avec plus Ouais. de personnes. Mais je sais qu'il y a des copywriters qui poussent un peu vers ce type de pratique. Ok. Mais je te recommande de tester enfin vraiment si vous êtes e-commerçant, de tester les deux et voir si lequel vend le plus, tout simplement. Ouais, voilà. Merci de parler d'A/B testing parce que je trouve que on en entend parler et à la fois, je trouve qu'il y a trop peu d'entrepreneurs qui utilisent l'A/B test. Nous, je sais que sur le 3.6, régulièrement, on nous pose la question, tu sais, hein, tu étais avec nous hein, sur notamment les codev, en mode, mais est-ce que j'envoie ça? Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais ça? Ben, la meilleure réponse que tu puisses avoir, c'est de faire un test, d'essayer, par exemple, si on parle de message, ça marche pour le message de prospection, ça marche pour un site internet, Mm. ça marche pour plein d'autres choses, pas que pour les emails, de tester une version et en tester une autre. Et tu vois comment ça répond, en fait. Donc, merci de le préciser parce que c'est hyper important. Et j'en profite du coup pour rebondir là-dessus. Quand on est entrepreneur, l'objectif, et ça fait vraiment partie du jeu, c'est d'essayer, de réitérer, d'optimiser. Et donc, c'est normal que des fois, ça marche pas. C'est Mais oui, normal, en fait. mais oui, en fait, les gens en emailing, ils pensent que la bêtise, c'est juste l'objet, mais c'est pas l'objet qui va Non. faire une grosse différence entre les ventes. Il va juste faire une petite différence sur l'ouverture. Et c'est bien de tester les objets, mais il faut surtout tester les formats. Par exemple, tester un email très long et un email très court, un email avec, je parle pour les e-commerçants, mais un email avec juste un bloc, un email avec plusieurs blocs, voir s'il y a une différence. C'est ça qu'il faut tester, c'est ça qui est intéressant. Et Bah, pour les infopreneurs, c'est pareil. Tester le long vs le court. Moi, j'ai plein de gens qui me disent, ouais, mais les newsletters, enfin, ça a l'air long. Est-ce que ça marche? Je dis oui, pour cette cliente, ça marche. Mais pour toi, teste les deux. Si t'es pas à l'aise avec le long, teste du court. Et tu verras tes résultats. oui, en fait, il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de hack magique qui fonctionne pour tout le monde. Il faut effectivement tester. Donc, je pense que c'était important de le préciser. Nous, par exemple, je sais que dans le tunnel de vente qu'on a sur Dynamite 45, dans notre séquence email de vente, on fait des optimisations hyper régulièrement et on fait du test. On change les objets, on change des mots, on change des blocs, on change etc. Et c'est de fil en aiguille comme ça qu'on s'améliore, quoi. Mais oui, et ça, je rebondis sur ce que tu viens de me dire. Il y a plein de personnes qui ont fait un lancement.
avec cet email, ça n'a pas marché, mais ils vont refaire le même lancement dans 7 mois avec les 7 mêmes emails. Sauf que Ouais. ça ne marchera toujours pas. Et ça, c'est un gros problème. Les gens, ils voient que leurs emails n'ont pas fait de vente depuis un an, mais ils vont pas changer. En fait, si vous voyez que votre séquence de bienvenue ne vend pas alors que votre objectif c'était de vendre, par exemple, un petit produit, bah, c'est qu'il y a un problème, il faut la changer. Au bout Ouais. de 300 contacts, s'il n'y a pas de vente ou ni de rendez-vous, c'est qu'il y a un souci. Au moins un. Surtout si c'est un petit produit à 50 euros, là, au moins une vente. Après, encore faut-il, je rebondis sur ce que tu viens de dire, encore faut-il suivre ses KPI et être en mesure de savoir quel email a fonctionné versus lequel n'a pas fonctionné. Parce que ça aussi. Et donc, on ne dit pas ça pour vous engueuler, hein. Non, je précise quand même. On ne dit pas ça pour vous engueuler, c'est vraiment pour votre bien. C'est hyper important de suivre ces chiffres, de suivre les chiffres stratégiques pour être en mesure de savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et je sais, par exemple, exemple typique de nous, ce qu'on fait lors des lancements sur le 3.6, puisque sur le 3.6, on est en mode lancement, ça nous arrive hyper régulièrement de réutiliser uniquement à des moments clés certains emails au moment du lancement. Tu vois, typiquement, ça nous arrive d'ajouter en plein milieu du lancement un email, par exemple. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller regarder nos stats et on va aller prendre le meilleur, celui qui a le mieux marché sur la, comment dire, la session de lancement précédente. Et à chaque fois, ça loupe pas. À chaque fois, on a des super résultats parce qu'on est en mesure de savoir lequel a fonctionné. Ouais, et il faut pas hésiter à recycler ce qui a fonctionné parce que j'ai plein de personnes qui C'est osent ça. pas recycler des anciennes newsletters ou des anciens emails de vente, alors que moi, j'ai des clients qui font des lancements à 50 000 euros de CA Hmm. et on recycle 4 emails sur les 8 qu'on va envoyer. Si c'est pas plus, ça dépend. Ouais, non, mais complètement. On va recycler les meilleurs. Et pourtant, par exemple, la fille, enfin, ma cliente à laquelle je pense, elle lance tous les mois, elle réouvre son programme tous les mois et on recycle certains emails et ça pose pas de problème, elle continue à vendre, à avoir des rendez-vous. Bien Donc, sûr, mais je n'ayez suis pas pas peur de étonnée du tout. recycler. Hmm. Les gens, en fait, ils oublient, Non, et ils puis consomment surtout, tellement de contenu. c'est ça, ils consomment déjà beaucoup de contenu et puis il faut partir du principe, c'est exactement comme sur les réseaux sociaux. Tout le monde n'a pas vu votre email, tout le monde n'a pas vu votre post, tout le monde n'a pas vu. Donc, effectivement, recyclage, nous, là, l'exemple que je donnais, on ne reprend pas tout mot pour mot, mais on va reprendre la globalité, on va changer quelques mots, quelques phrases parce que ça s'adapte mieux à cette période de l'année, à ce lancement-là, etc. Mais on va reprendre quand même, tu vois, une grande partie parce qu'on sait qu'il a fonctionné et on sait qu'il va refonctionner. Donc, suivez vos KPI. Je suis chiante avec ça, mais suivez vos KPI. Ok, bah écoute Alexandrina, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait un grand tour. Il y aurait plein d'autres sujets qu'on pourrait aborder sur l'emailing de manière beaucoup plus précise, etc., etc. Mais je pense qu'on est déjà pas mal. Du coup, ma dernière question pour finir. Pourquoi tu recommandes expressément l'emailing? Évidemment, je sais que tu n'es pas neutre parce que c'est ton métier, mais c'est quoi un peu les raisons clés que tu donnerais à quelqu'un qui nous écoute et qui clairement hésite à se dire, OK, est-ce que je vais me lancer dans l'emailing ou est-ce que je vais continuer l'emailing? Alors, la raison, c'est que c'est l'un des canaux de communication les plus héroïstes. Pour 1 euro de dépensé, généralement, on en récupère 40 euros. Et la raison, elle est simple, c'est que, en fait, sur les réseaux sociaux, quand on parle de notre offre, notre post, généralement, il n'a pas beaucoup de visibilité, contrairement au post branding où on parle de nous avec un selfie. Et du coup, bah, tout le monde ne voit pas notre post pour vendre notre produit. Et surtout, si on met un petit lien externe, là, Instagram ou LinkedIn, ils vont pas le mettre en avant. Alors que l'emailing, que vous envoyez un email de vente, un email pour apporter de la valeur ou un email pour parler de vous, il atterrira forcément dans la boîte de réception. Il sera forcément lu, enfin du moins ouvert, par votre prospect. Et c'est pour ça qu'on vend plus. Moi, personnellement, pour donner mes chiffres, je vends 80% de mes petits produits avec les emails. Ouais. Et j'ai plein de clients, ils vendent, enfin, tous mes clients, en fait, ils vendent le plus avec leurs emails. Je sais pas toi, Pauline, mais Bah, nous, l'emailing, c'est là où on a le meilleur taux de conversion. bah voilà. Voilà, le plus élevé de tous nos canaux. Entre, bon, le podcast, c'est difficilement Oui, qualifiable, tu vois, c'est un gérable. peu, un peu plus difficile. Mais entre LinkedIn, Instagram, emailing, il n'y a pas photo. C'est l'emailing. Et ça, c'est C'est, pour donc, tous les gens qui ont une stratégie bonne en emailing, même des gens qui ont des stratégies bancales, qui n'ont pas mis en place les séquences de réengagement et tout, comme toi, t'as pas mis, bah, ouais, ils ont largement des meilleures stats en emailing que sur Instagram. En fait, les réseaux sociaux et le site internet, c'est pour attirer.
des personnes. Ouais. Et ces personnes-là, on les convertit avec l'emailing. Ok, bon bah si avec ça, vous n'êtes pas, vous n'avez pas envie de continuer, ou en tout cas si vous êtes déjà dans une stratégie d'emailing, que vous vous posez des questions, regardez vos KPI et surtout essayez de faire des changements et des optimisations, mais ne lâchez pas l'emailing parce que je suis assez d'accord avec Alexandrina, c'est vraiment hyper puissant. C'est juste que oui, il faut optimiser, c'est comme tout, hein, c'est du travail, mais ça vaut vraiment le coup. Eh bien, écoute, je te remercie infiniment pour ton temps, Alexandrina. On mettra tous tes liens pour pouvoir te retrouver sur Instagram et sur LinkedIn. Et je te dis à très vite, peut-être dans un prochain épisode. Bye bye. À très vite. Et voilà le résumé de cet épisode que j'ai partagé sur l'emailing avec Alexandrina. Si tu démarres, voilà par quoi on te recommande de commencer. Déjà, établir ta ligne éditoriale. À qui tu t'adresses, quels sont les sujets que tu vas aborder, quelles formes vont prendre tes emails, qu'est-ce que tu vas apporter et à quel rythme tu veux les envoyer. Gros plus, si tu connais déjà ta secret sauce en termes de positionnement, autrement dit, ce que tu apportes de plus ou de différent de tes concurrents, sers-toi de ça pour te démarquer avec ta newsletter et surtout appuie sur ta secret sauce. Et surtout, n'oublie pas, les problématiques que tu vas aborder, ça part ni plus ni moins de ton travail de ciblage. Logiquement, si tu connais bien ta cible, puisque tu es à son contact tout le temps, tu sais déjà de quoi parler à l'intérieur. Et si tu démarres, je ne peux que te recommander de d'abord établir ton offre, ta cible et ton positionnement avant de te poser cet exercice de ligne éditoriale. Si tu le souhaites, on a un challenge Dynamite 45 qui te permet de construire ton offre et de trouver des clients en 45 jours. Je t'invite largement à faire ça avant et surtout à te rendre sur la page paulinesarda.fr/dynamite-45. Pense à l'acquisition. Si tu ne sais pas comment nourrir ta liste email et avoir des inscrits, il est urgent de te poser la question. Parmi les quelques idées dont on a parlé, tu vas avoir créer un lead magnet, autrement dit une ressource que tu offres contre un email. Attention à bien qualifier le sujet pour ne pas te retrouver avec des touristes dans ta liste, sinon ça sert à rien. Tu peux aussi créer des contenus sur les réseaux sociaux quelques jours avant ou la veille de ton prochain email en teasant son contenu et en invitant à s'inscrire. Et tu peux te dire ça, ok, je vais me poser un objectif par exemple en l'intégrant dans ma stratégie éditoriale Instagram, LinkedIn toutes les semaines. Tu peux aussi faire de la publicité si tu as déjà un lead magnet en place ou par exemple payer une entreprise ou un créateur de contenu qui sponsorise sa newsletter et surtout qui a dans sa cible tes potentiels clients pour mettre en avant un lead magnet par exemple et ainsi gagner beaucoup d'abonnés à ta liste d'un seul coup. Les plus pour pouvoir optimiser ton engagement. Mettre en place une séquence de bienvenue. En réalité, je dis que ce sont des plus, mais c'est carrément un indispensable. Si tu peux mettre en place une séquence de réengagement pour garder l'attention de tes contacts. Par exemple, en paramétrant cette séquence pour les personnes qui n'ont pas ouvert tes emails depuis 3 mois. Faire bien attention aussi à tes objets, ce sont eux qui vont vraiment attiser la curiosité de tes contacts pour leur donner envie d'ouvrir l'email ou pas. Et enfin, chose dont on n'a pas beaucoup parlé mais que je te recommande de faire, pourquoi pas mettre un encart en fin d'email qui parle de tes autres contenus ou des éléments que tu as envie de partager en ce moment. Par exemple, c'est ce qu'on fait sur les emails pour renvoyer vers Vision, vers justement les épisodes de podcast. Mais attention à ne pas le mettre sur tes emails de vente. Un email de vente ne doit avoir qu'un seul objectif et ne renvoyer que vers un seul lien. Donc, quand je dis un seul lien, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre qu'un seul lien dans l'email, il faut en mettre plusieurs, mais il faut que ça renvoie uniquement vers un pour ne pas diluer l'attention. Enfin, voilà les 3 KPI indispensables à suivre pour optimiser tes emails constamment. Le taux d'ouverture, le taux de clic et le taux de conversion si tu peux le traquer. Et si tu ne sais pas globalement quel KPI suivre, je t'invite à télécharger mon workbook qui t'aide à les poser sur paulinesarda.fr/suivi-chiffre. J'espère que cet épisode t'aura aidé à y voir plus clair et surtout t'aura donné des idées d'optimisation, voire si ce n'est pas encore le cas, à créer ta mailing list pour avoir de meilleurs résultats et puis globalement augmenter ton chiffre d'affaires mais aussi gagner en proximité avec tes futurs clients. Je te dis à très vite. Bye bye. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode. Si tu l'as apprécié, je t'invite à me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu te trouves ou mieux encore, à le partager à quelqu'un de ton entourage qui aurait selon toi besoin de l'écouter.